Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette série qu'on a appelé les gardiens du vivant en fait, qui cherche à donner un peu la parole aux différents collectifs locaux, à tous ceux qui soit résistent, soit inventent même une autre façon positive et contributive d'aller vers refaire société, d'inventer une autre façon d'être en santé, de prendre soin à la fois de cette maladie du Covid-19, mais à la fois de tout notre système qui a l'air quand même globalement bien malade et du lien social qui a l'air bien malade. Donc j'ai la chance de recevoir Brigitte et Gaël qui sont de Nouvelle-Calédonie. Alors bonjour, bonsoir, c'est bonsoir chez moi, mais bonjour chez vous. Oui, Bonjour Brigitte, bonjour Gaël, vous allez bien? bonjour Louis, oui, oui, très très bien, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement l'une l'autre, Brigitte peut-être en premier? Oui, oui, moi je suis métropolitaine, mais en Calédonie depuis 24 ans maintenant. Je suis docteur en pharmacie, j'exerce parce que j'ai ma propre officine sur l'île. Je suis maman de 4 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants maintenant depuis une semaine. Voilà, je me suis beaucoup interrogée depuis pas mal de temps sur tout ce qui se passe. Ça fait de nombreuses années que je que je m'interroge et voilà, j'en suis là aujourd'hui parce que de mes interrogations sont venues des certitudes, c'est que on a beaucoup de choses à préserver et il faut se battre pour le faire. Voilà. Merci beaucoup et félicitations pour les petits-enfants. Euh, qu'est-ce qui t'a fait là, tu fais partie d'un collectif en Nouvelle-Calédonie. Comment ça s'appelle ce collectif? Ah bah Et, écoute, on a rejoint votre collectif national en créant notre antenne grâce à Gaël, l'antenne calédonienne. Oui, on fait partie de ce collectif. Ce sont beaucoup de professionnels de santé, mais toutes sortes de citoyens qui nous ont rejoints. On essaie de fédérer un maximum de personnes autour de cette question de la crise, dite crise sanitaire, qui nous a touchés de manière complètement différente à la vôtre. On a été Covid-free pendant très longtemps. On a eu connu un premier confinement il y a un an. On a attends, on va recommencé en ça il y a reparler un un peu, mois. peut-être, on va en Oui, reparler après si tu veux bien. voilà. Mais D'accord. juste le collectif, il s'appellerait Info Covid Info Nouvelle-Calédonie et Covid puis votre Nouvelle-Calédonie, oui. page Facebook pour ceux qui voudraient venir voir, bah, c'est Cultivons l'optimisme, c'est ça? Euh, Oui, et cultivons une autre, l'optimisme en Nouvelle-Calédonie. ouais, c'est ça. Donc ça traduit un peu votre état d'esprit. Bonjour Oui. Gaël. Voilà, bonjour. Donc, je m'appelle Gaëlle Wéry. Je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie il y a 30 ans. On était en Afrique centrale avec mes parents quand on était enfants. Et puis, bon, je me sens un peu enfant du pays parce que c'est cette terre qui a nourri mon sang et mes cellules. Et quand je suis partie faire mes études en Belgique et quand je suis revenue, je voulais donner à la terre et aux Calédoniens ce qu'ils m'avaient donné pour me nourrir. Donc, j'ai 2 enfants qui ont 8 et 2 ans, donc avec beaucoup d'énergie à donner aussi. Et je me suis intéressée à tout ça très rapidement parce qu'on a quand même beaucoup d'amis et beaucoup de familles un petit peu partout dans le monde. Et j'ai suivi depuis un an de façon assez rapprochée. Quand le gouvernement de la Calédonie a annoncé la mise en place de la vaccination en Nouvelle-Calédonie, je vous ai contacté, j'ai contacté Réinfo Covid France en demandant s'il y avait une possibilité, enfin, en voyant un petit peu des difficultés, des dissonances et beaucoup de questionnements au niveau de l'information qu'on recevait ici et celle que je pouvais recevoir par Internet ou par d'autres collectifs indépendants ou conseils scientifiques indépendants. C'est là que je vous ai contacté, je vous ai demandé si officiellement on pouvait relayer l'information Réinfo Covid et permettre de créer un collectif ici. Voilà ce qu'on peut en dire. Ah bah, merci Gaël. Ah, elle s'est déconnectée un petit peu, mais elle va revenir. Finalement, il y a beaucoup d'antennes qui sont vertes un peu partout, même autour du monde, hein. Il y a la Nouvelle-Calédonie, mais il y a en Australie, en Suisse, en Belgique, même au Cambodge, je crois. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits. Euh, Gaël va nous rejoindre juste après. Brigitte, je vais te redonner la parole si tu veux bien, pour que tu nous parles un peu de effectivement comment ça s'est passé, parce que les gens là en métropole, ils savent bien comment ça s'est passé chez nous, mais chez vous, effectivement, c'est pas du tout la même séquence, c'est pas du tout la même façon d'appréhender les choses, et vous êtes resté plutôt Non, indemne du Covid. Et c'est oui. la chance d'être une île quelque part. Il y a beaucoup de gens qui ont rêvé d'être une île, parce que si on ferme les frontières d'une île, finalement, elle reste préservée dans une épidémie. Euh, Alors, oui, c'est un peu ce qui s'est passé pour nous. En fait, il y a un an à peu près, quand ça a commencé en métropole, ici aussi, on a tout de suite été saisis dans le flux de ce qui arrivait. Il se trouve qu'on a eu un cas soi-disant endogène. Il se trouve que c'est un personnel de ma pharmacie qui en a été la victime, et ça a déclenché un confinement d'1 mois.
On s'est aperçu assez rapidement que en fait ça n'était pas un cas endogène, qu'il n'y avait pas d'autres cas sur l'île, donc on a été complètement libéré de tout ça. Il n'y avait pas de masque. Nous, on a vécu normalement en regardant ce qui se passait en métropole de très loin, parce qu'on n'avait pas du tout la même problématique pendant pratiquement une année. Et puis il y a début mars. À nouveau, un cas s'est présenté, qui a été suivi par d'autres et rebelote, de nouveau confinement, avec là port de masque. Bon, ça n'a jamais été plus loin que ça a duré un mois. Et au bout d'un mois, on est revenu ce qu'on appelle nous ici Covid-free. Mais pendant ce laps de temps, s'est mis en place la vaccination. On a eu l'impression, nous, de rattraper toute votre année à ce sujet-là, hein, pas pour les masques ou le reste, mais d'avoir cette pression phénoménale sur la vaccination et de rattraper toute l'année ce que vous aviez vécu et nous le faire en condensé. Donc depuis ce temps-là, il y a effectivement une pression très intense pour que notre population soit vaccinée, d'après ce qu'ils veulent, à 70%. Et ils font tout pour y arriver. Ça marque le pas, mais ils font énormément de choses pour y arriver, avec la même chose que chez vous, c'est-à-dire un ostracisme patent et profond pour tous les gens qui ne sont pas dans le même état d'esprit, avec la même volonté, avec beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, mais auxquels on n'apporte aucune réponse. Voilà, et finalement, là, dans votre collectif, toutes les deux, puis une bonne partie, ce sont des gens qui vivent en Nouvelle-Calédonie pour de bon. En fait, oui. C'est pas des métropolitains qui viendraient pendant 1 an ou 2 ans se dorer la pilule un petit peu et donner des leçons aux Kanaks. C'est plutôt des vrais Kanaks là que vous êtes, c'est ça? Oui, c'est tout à fait. Les gens qui nous rejoignent sont des gens qui sont alors beaucoup de gens de métropole, mais qui sont implantés comme Gaël et comme moi depuis de très très nombreuses années. Donc ici on va nous appeler des Calédosaures, on est des oreilles de Calédonie, mais on est des gens implantés. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et vous avez l'impression que sur la vaccination, enfin sur l'histoire entière, les gens ont peur aussi, comme ce qui a pu arriver en France métropolitaine, qu'on a été entretenu dans une peur, à la fois par les médias, par le gouvernement, avec l'annonce des chiffres de décès chaque jour, les images des réanimations remplies. Est-ce que chez vous, c'est la même chose? Les gens ont peur du virus en fait et de l'épidémie ou bien? Alors les gens ont eu peur lorsque ce deuxième confinement est arrivé parce que c'est vrai qu'on vivait dans une bulle, mais vraiment dans une bulle, on avait une vie tout à fait normale et ça nous est tombé dessus il y a donc au mois de mars. Et là les gens ont en fait se sont réappropriés tout ce qui vous était arrivé et ça leur est tombé dessus comme si c'était leur problème, enfin comme si ça avait été toujours le cas chez eux. Donc il y a eu cette peur qui s'est développée. Cette peur s'est développée dans toutes les populations, hein, que ce soit les populations océaniennes comme les populations blanches. Et comme la vaccination a tout de suite été proposée de manière extrêmement intensive, on a eu une première vague de gens qui se sont fait vacciner. Alors il faut dire que notre contexte ilien est quand même extrêmement problématique, c'est-à-dire que nous on ne peut plus rentrer et sortir de l'île depuis un an. Ça pose un certain problème économique, mais au niveau individuel, ça pose une autre problématique, c'est que nous, on a nos familles en métropole ou ailleurs, et ça fait pratiquement 2 ans qu'on ne les a pas vus. On ne peut pratiquement pas sortir de l'île. Donc, toute une frange de la population qui sont ces populations qui voyagent, donc souvent les populations plutôt blanches, on va le dire comme ça, c'est assez synthétique, mais bon, mais c'est à peu près ça, se sont précipités sur la vaccination avec ce seul espoir de pouvoir voyager. En fait, c'est ce qui allait ouvrir la porte au voyage possible et à la sortie de l'île. Et il y a toute la tranche des populations océaniennes qui, elles, qui n'ont pas forcément cette problématique aussi aiguë que la nôtre, qui, elles, s'interrogent beaucoup. Peut-être aussi parce qu'ils ont un rapport au vivant et un rapport à la nature un peu différent du nôtre quand même. Ils sont plus centrés à ce niveau-là. Et pour eux, la peur du virus a été d'abord et ensuite la peur de la vaccination. Et aujourd'hui, nous, on a été, Gaël et moi, faire de l'information dans les tribus, dans les îles Loyauté, et on s'est rendu compte, en fait, au contact des populations de l'île, que leur grande peur aujourd'hui, c'est beaucoup plus le vaccin parce qu'on ne leur dit rien, parce on les informe de rien, à part nous qui essayons de donner un peu quelques informations pour le peu qu'on nous laisse parler. Et aujourd'hui, c'est plutôt la vaccination qui leur fait peur. Le virus, beaucoup moins. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une peur intrinsèque du virus.
Ouais. Ouais, c'est plutôt une saine réaction de gens qui ont les pieds sur terre, parce que Oui, effectivement, la vaccination elle-même, quelque chose d'extrêmement expérimental. La vaccination contre le SARS-CoV-2, hein. Je ne oui, parle pas de la vaccination en général. Je pense que les gens ils doivent bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre la vaccination. Il s'agit d'avoir un regard critique sur la stratégie vaccinale qui est entreprise et qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, la première chose que je peux dire, c'est que dans une épidémie de virus à ARN. C'est ce type de virus qu'il y a, hein, pour les gens qui nous regardent. C'est le matériel génétique du virus, c'est de l'ARN. Ces virus-là mutent énormément, ils changent tout le temps. Et particulièrement les coronaviridés, c'est des virus qui se transforment en permanence. Et ça veut dire que si vous faites un vaccin, ben, il y a de fortes chances que dans très peu de temps, le virus qui va arriver, il va être variant ou mutant et il va être résistant à votre vaccin, en fait. Et vous soyez obligé de vous revacciner très régulièrement, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Mais en fait, ça, c'est pas une façon de faire, quoi. L'autre chose, c'est que ça s'est jamais vu dans l'histoire qu'une vaccination pendant une période épidémique euh, arrive à endiguer une épidémie. En fait, ça marche pas. C'est quelque chose qu'il faut faire au contraire à froid éventuellement et sur des pathogènes qui mutent peu. L'autre chose encore, c'est que la stratégie industrielle et technologique qui est entreprise dans ces vaccins est extrêmement novatrice, peut-être très intéressante pour le futur, mais reste quelque chose d'expérimental et pas du tout encore bien avéré. Et la plupart des datas, des données dont on dispose, qui devraient avérer l'innocuité et l'efficacité de ces injections-là, vient des laboratoires eux-mêmes. Et ouais, là, pour le grand public qui nous écoute en Nouvelle-Calédonie, je pense qu'il faut ne pas se cacher derrière son petit doigt, c'est que ce sont des grandes firmes pharmaceutiques qui cherchent avant tout à gagner de l'argent, plus qu'à soigner les gens. Et ils ont déjà été condamnés à de multiples reprises, que ce soit Pfizer, que ce soit tous les autres en fait qui sont en lice, ont déjà été condamnés à de très nombreuses fois pour falsification de données, publicité mensongère et commission occulte. Ça veut dire donner de l'argent à des décideurs publics pour fourguer leurs produits mieux. À tel point que Pfizer, par exemple, a été condamné en 2009, pardon, à 2,3 milliards de dollars d'amende aux États-Unis pour ces faits-là. Alors on pourrait se dire ils se sont fait taper sur les doigts et ça, bon, voilà. Mais en fait, ils ont compris. Mais non, pas du tout. En fait, c'est dans leur business model. Ils savent que même s'ils perdent cet argent-là, ils en gagnent tellement que c'est pas grave, c'est intégré au business model. Et donc depuis 10 ans, ils ont eu plus de 800 millions de dollars d'amende pour les mêmes faits. Donc finalement, c'est des stratégies mafieuses, on pourrait dire, qui sont devenues monnaie courante, qui sont devenues partie intégrante de leur modèle de développement de leurs médicaments ou de leurs injections vaccinales. Donc là, est-ce que vous faites confiance à des gens qui trichent, qui mentent? Bah, soyez prudents. Vous pouvez peut-être leur faire confiance, mais vous confieriez pas votre enfant à un pédophile multirécidiviste pour le week-end. Est-ce que vous voulez confier votre corps à des gens qui ont déjà été condamnés à de multiples reprises parce qu'ils ont triché et menti? Moi, je pense qu'il faut être prudent, il faut attendre de voir, regarder ce qui se passe avec les oreilles. S'ils veulent se faire vacciner, tant mieux pour eux. Et ben, on va voir, on verra bien. Hein. oui, Bonne chance, les gars. c'est ça, Donc, c'est ça. je pense qu'il faut insister sur cette idée de liberté aussi qui est fondamentale. Euh, dans la vaccination ou dans n'importe quelle thérapeutique qu'on introduit dans votre corps, finalement, bah, vous laissez par confiance, vous laissez rentrer quelque chose dans votre corps. Il y a un principe en éthique du soin et en éthique médicale qui s'appelle l'inviolabilité du corps. C'est un sanctuaire qui vous appartient en fait. On le répète à l'envi aujourd'hui, mais on le foule au pied là dans cette histoire de vaccination. Votre corps vous appartient, c'est à vous de décider ce qui en rentre ou ce qui ne rentre pas. C'est quelque chose qui est absolument non négociable. Et si vous laissez rentrer quelque chose, c'est basé sur ce qu'on appelle le consentement. Le fait que vous dites oui. Et le consentement, on considère qu'il doit être libre et éclairé. Si jamais on vous fait une clé de bras dans le dos en vous disant vous ne verrez votre famille que si vous êtes vacciné, en fait, c'est un chantage. C'est Mmh, ni plus ni moins qu'un chantage. Et ça n'a plus rien à voir avec la santé. C'est-à-dire, on peut discuter non, du vaccin, de la santé, de l'épidémie, mais discuter de vos libertés, de est-ce que vous pouvez aller voir vos familles, etc., c'est une autre question. Et donc, c'est deux choses qu'on a mis ensemble dans cette histoire. Il faut que vous réussissiez à le séparer dans le cerveau des gens et à dire ça n'a rien à voir. Et peut-être qu'il y a des pistes de solutions qui sont d'ouvrir une compagnie aérienne. C'est peut-être le moment de faire de l'argent en disant, ben voilà,
on va faire une compagnie aérienne qui sera pas avec le pass vaccinal. Et c'est une des idées. Gaëlle, ça va? Terminé. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Et si tu Désolée. si tu tournes sur le côté, j'ai l'impression que ça, après, ça décroche. Faut pas que tu tournes sur le côté. C'est Voilà, ça. faut pas que je bouge. Alors, s'il vous plaît, que la connexion continue à fonctionner, s'il vous plaît. Ouais, Euh, ouais, c'est alors, exactement ça, hein. Oui. Brigitte nous expliquait que finalement, en Nouvelle-Calédonie, l'histoire n'a pas été tout à fait la même qu'en France, mais que vous avez rattrapé le retard en termes de peur et de déferlement totalitaire, et qu'aujourd'hui, bah, vraiment, la vaccination est présentée comme la solution ultime, pas tellement pour pas C'est être ce qu'on malade, dénonce un petit peu. finalement, Voilà, c'est ce... Ah mince! c'est pas On te grave, voit, t'énerve pas, Gaël. Gaëlle, on est dans la paix. On te voit. Hein, elle déconnecte juste après tourner, ça Ouais, déconnecte, c'est ça, ouais, c'est pas ouais, grave. ouais. Ouais, ouais. Non, mais Euh, c'est exactement ce que tu disais. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a vraiment un chantage qui est exercé sur la population. Alors pour la population qui veut voyager, c'est vous ne voyagerez pas si vous n'avez pas le pass sanitaire, hein, et si vous ne vous faites pas vacciner. Et chez les populations mélanésiennes, on ne les informe pas et il y a une pression sociale importante chez eux puisqu'ils ont un système tribal, un système clanique qui fait que quand le grand chef a dit, ben on fait. Nous, effectivement, nous, ce qu'on essaie d'infuser dans cette société-là, c'est que c'est auprès des grands chefs justement, qui s'interrogent aussi, hein, d'ailleurs, pour que vienne à leur esprit que non, ça n'est pas obligatoire, parce que beaucoup de gens ici se sont longtemps imaginé avant que nous on arrive sur la scène que c'était obligatoire et qu'il fallait absolument le faire. Donc nous on travaille beaucoup là-dessus sur cette non-obligation et quand on le leur dit et sur le fait que ce soit expérimental dans les populations océaniennes, c'est quelque chose qui a énormément eu d'impact quand on a commencé à leur expliquer que c'était une injection expérimentale. Et donc là, ça leur a parlé énormément. Beaucoup plus dans moi j'ai trouvé beaucoup plus chez les Océaniens que chez les oreilles ou chez les Calédoniens de souche, parce il y avait plus ce rapport au voyage. Eux, c'est vraiment le rapport au vivant. Et quand on leur a dit qu'ils étaient un petit peu des rats de laboratoire, ça a quand même fait tilt. Et ça les a beaucoup inquiétés. Ça avait beaucoup touché aussi les gens de Tahiti et de Polynésie parce que ils ont été habitués à être les cobayes d'expérimentation nucléaire, entre autres. Et ça, vraiment, il y a une séquelle, clairement, vis-à-vis de la métropole, sans à dire, mais on n'est pas vos cobayes. Et je crois que c'est une très saine réaction, hein, c'est très bien. Et effectivement, on peut le redire. Pour toutes les injections immunogènes, je dis ça pour éviter d'être censuré sur YouTube, hein, pour toutes les injections immunogènes, mais vous comprenez ce que c'est, euh, il y a des essais de phase 3 qui sont encore en cours jusqu'à fin 2022 ou début 2023, ça dépend lesquels. Par exemple, sur Pfizer, il y a 3 essais encore en cours. Et ça, jamais c'est dit dans un quelconque consentement. Normalement, vous devriez avoir une information claire, loyale et appropriée. Alors là, je fais un peu de pub, mais vous avez cette information claire, loyale et appropriée auprès de Brigitte, auprès de Gaël et de tous les membres de Réinfo Covid de Nouvelle-Calédonie. Et vous les avez aussi sur le site de www.reinfocovid.fr ou .com, ça marche. Ce que fait le conseil scientifique aussi. Et effectivement, pour le moment, ça reste expérimental. Et les effets collatéraux, les effets secondaires sont assez peu monitorés. C'est-à-dire que qui est-ce qui va payer les effets secondaires? Vous compreniez que c'est pas les firmes vaccinales. Ça a été avéré par Michel Rivasi, qui est député Europe Écologie Les Verts et qui a été voir dans la salle des contrats à la Commission européenne qu'est-ce qui avait marqué dans les contrats. Alors, faut savoir déjà qu'elle avait le droit d'accéder pendant une demi-heure, sans téléphone, sans appareil photo, avec juste un papier et un crayon et sans assistant juridique pour voir un dossier de 450 pages avec des petits caractères. Elle s'est rendue compte d'une première chose, c'est que les prix des vaccins eux-mêmes étaient caviardés, c'est-à-dire qu'en gros, c'était rayé, biffé, on savait pas. Pour des choses à milliards d'euros, hein, c'est-à-dire des contrats à milliards d'euros, vous savez pas combien ça coûte, en fait, ni quel est le prix réel. Et puis la deuxième chose, c'est que elle a parcouru rapidement jusqu'à mais qui paye les effets secondaires? C'est-à-dire si quelqu'un se retrouve avec un accident vasculaire cérébral, parce que vous avez compris que le risque de thrombose est important, que ce soit chez Pfizer ou AstraZeneca, en fait, dans les deux types, c'est quand même un effet secondaire majeur important et qui commence à être relativement fréquent, hélas. Et ben, qui est-ce qui paye? C'est pas les firmes pharmaceutiques, c'est l'État. Et si c'est l'État qui paye, est-ce que vous pensez que l'État a tout intérêt à voir ces effets secondaires? Ben non. Donc il va pas s'acharner à les chercher, quoi.
Et aujourd'hui, on a un grand problème de monitorage des effets secondaires, ce qu'on appelle la pharmacovigilance vaccinale. Là, je vous renvoie au conseil scientifique numéro 6 qui a été censuré au bout de 12 heures sur YouTube. Donc, autant vous dire que ça n'a pas plu à YouTube. Mais on a un problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont des effets secondaires et ils ne sont simplement pas enregistrés, en fait. Donc, à la fin, Oui. on a des chiffres qui sont faux. On a le même Mais problème ici, hein. Vraiment, c'est un problème qu'on soulève à chaque fois parce que, bon, en plus, moi, je suis professionnelle de santé, donc en tant que pharmacienne, je vois bien les choses se passer. Et il y a de toute façon une sous-déclaration ici aussi des effets secondaires qui commencent à être un peu comme partout, hein, qui sont les mêmes, mais personne ne les déclare, personne ne veut en parler, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc nous, on a sorti un consentement éclairé. Moi, j'ai aussi distribué les feuilles de pharmacovigilance que l'on peut soi-même remplir, hein, en incitant les gens à le faire eux-mêmes ou à venir à la pharmacie pour le faire. C'est pas, il n'y a pas énormément de gens qui font cette démarche parce que leurs médecins leur disent que non, ça n'est pas des effets secondaires du vaccin, enfin de beaucoup, l'injection. il y a même beaucoup de gens qui arrivent à se convaincre eux-mêmes que ça n'a pas de lien. C'est-à-dire que voilà, une semaine après la vaccination, boum, quelqu'un fait un accident vasculaire ou une complication autre, hein. Il y a d'autres types de complications, des complications neurologiques notamment, avec des atteintes de la sensibilité ou des choses comme ça. Bon, il y a des réactions immédiates, ce sont de la fièvre, d'être pas bien, mais c'est pas bien pendant une semaine parfois, hein, donc c'est quand même costaud. Ça fait aussi partie des choses qu'il faut monitorer normalement. C'est pas normal. Et pour AstraZeneca, on le savait déjà, si vous voulez, les essais de phase 2 et de phase 3 qui avaient déjà été publiés, il y avait un niveau d'effet secondaire qui était juste du jamais vu en fait dans quelconque campagne vaccinale avant. Donc tous ceux qui avaient bien voulu lire avant un peu les datas même du laboratoire, hein, c'est-à-dire qu'on faisait confiance aux menteurs et aux tricheurs. Déjà là, il y avait quand même un doute, quoi. On se disait waouh, quand même, ça a l'air costaud, hein. L'autre chose, c'est que ok, on peut parler de ça comme prévention. Mais la réalité, c'est que c'est une épidémie qui est pas, si elle est bien prise en charge, globalement, a une mortalité et une létalité qui est faible et qui concerne surtout les personnes âgées ou les personnes qui ont des grands antécédents. Et par contre, il y en a peut-être un qui est important pour chez vous, qui est l'obésité, Oui, l'hypertension, le diabète. Et je crois savoir que le premier SRAS avait laissé quelques séquelles parce que ça avait été quand même sévère en oui, Nouvelle-Calédonie. oui. Et la réanimation, moi j'avais des amis en réanimation en Nouvelle-Calédonie. Je me souviens que c'était quand même costaud. Globalement, les populations autochtones avaient fait les frais de cette infection de manière assez sévère. Oui. Mais ouais, enfin, je me trompe pas là-dessus. Non, 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 c'est tout à fait ça. Oui, oui. Oui, oui, ici les populations obèses sont en quantité importante, diabétiques, et effectivement, ça avait laissé pas mal de séquelles. Donc c'est une peur, hein, de toute façon à ce niveau-là, parce que les comorbidités ici en Calédonie sont importantes. Oui, oui, oui. Alors c'est une peur réaliste, hein. Simplement, il faut savoir que il y a plein de choses à faire, hein, des traitements précoces, ambulatoires, avec des molécules qui sont très peu onéreuses, qui coûtent pas cher en gros, hein, un suivi et une surveillance ensuite des gens si jamais ils ont la maladie. Mais pour le moment, tu m'as dit que vous avez eu 2 cas, c'est ça? En Calédonie, 2 cas de Covid. Ouais. Dans la dernière phase qui a généré le deuxième confinement, il y en a eu plus. Mais c'est toujours pareil. On n'a jamais réussi à savoir parce qu'on interroge beaucoup nos autorités politiques, plus que sanitaires, puisqu'on ne sait pas qui constitue le pool qui conseille le gouvernement. Mais on les a beaucoup interrogés et on n'a jamais eu la réponse, ce qu'étaient des cas et des malades. Parce qu'on nous a présenté pendant un moment, il y avait 35 cas, on nous a dit qu'il y avait 3, 4 personnes en réanimation. Mais pour ce qui était des autres cas, puisqu'en réanimation, on savait pas non plus quel était leur degré, quelle était l'atteinte par rapport à la maladie. Et pour les autres cas, on n'a jamais eu de réponse de savoir si c'était juste des gens positifs, s'ils étaient symptomatiques, asymptomatiques. On n'a jamais eu aucune réponse sur ces 37 personnes à peu près qui ont constitué la base des gens, des cas. Voilà, les cas. C'est tout ce qu'on a su. Moi, je veux bien. Vas-y. Excuse-moi, voilà, vous me voyez plus. Je suis désolée, j'ai un petit souci avec mon téléphone. Mais ça va, vous m'entendez bien? Oui, On oui, oui, t'entend oui. bien, c'est une voix d'outre-tombe. Brigitte peut faire semblant de faire le ventriloque si tu veux. Voilà, Euh, c'est ça. je- Mais quand On est même, désolé. Louis, est-ce qu'il y a, tu parles de traitement ambulatoire précoce.
Mais est-ce que, au vu de la population qu'on a, on sait qu'il y a un certain taux de comorbidité. Est-ce que auprès de cette population en amont, déjà de l'ouverture, enfin de l'ouverture de nos frontières ou avant l'introduction éventuelle de ce virus en Calédonie, est-ce que concrètement il n'y aurait pas une politique sanitaire qu'on pourrait déjà essayer de mettre en place pour ces personnes-là, pour les appeler à être rassurées, parce qu'on sait que la peur descend le système immunitaire, en tout cas la capacité du système à se défendre. Est-ce que déjà en amont, parce que les gens veulent pas, enfin en tout cas dans certaines populations, pas mal de gens ne sont pas dans cette motivation de la vaccination, mais ils sont quand même dans une peur, dans une appréhension du jour où ce virus arrivera sur le territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour ces personnes, pour les rassurer? Qu'est-ce qu'elles peuvent vraiment entrevoir aujourd'hui? Alors, je pense qu'il faut leur redonner la réalité de l'épidémie et de sa gravité, mais tu as raison qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a globalement un phénotype qui est que les gens sont quand même plus obèses et plus diabétiques qu'ailleurs. Et on l'a déjà vu pour le premier SARS, ils font des formes plus sévères que les autres. Donc ça les rassure pas quand je dis ça, bien sûr. Mais ça veut dire qu'au contraire, il faut en prendre soin et que cette crise, elle est là pour nous dire quelque chose, c'est que ces diabètes, ces obésités, elles sont liées globalement à des défauts nutritionnels assez profonds, à une façon de vivre qui est pas en accord avec les gènes, ce qu'on devrait vivre, on a plutôt besoin globalement d'une vie au grand air, à faire des efforts et à manger de manière à pas manger du McDo quoi, ni de la bouffe industrielle. Et ça c'est juste du bon sens en fait. Et c'est vrai pour tout le monde. C'est pas vrai que pour les Kanaks chez vous. C'est vrai aussi pour tout le monde en fait. Donc je crois qu'il y a toute une prévention nutritionnelle à faire. Et c'est peut-être l'occasion de dire, bah voilà, si on prenait ça, le taureau par les cornes, ça fait un moment que c'est peut-être un problème au sein de la population kanak, que ça fait le lit de pathologies chroniques assez importantes. Allons-y, quoi. Les endocrinologues, les gens qui s'occupent d'obésité, de diabète, bah, peut-être que c'est le moment de se réveiller en Nouvelle-Calédonie et de dire, bah, on va faire un vrai grand plan calédonien de prise en charge de ce truc-là. Se saisir de l'occasion, l'occasion fait le larron, on dit, hein, se saisir de l'occasion pour essayer d'en faire quelque chose de positif, toujours tourner le problème en quelque chose de positif. Ouais. On dit en permaculture, le problème est la solution. L'autre chose, c'est on sait que les gens qui font les formes les plus graves sont les gens qui sont carencés en zinc et en vitamine D. Euh, à la fois ceux qu'on retrouve en réanimation et qui meurent, ils ont des grandes carences. Et à l'inverse, si on recharge en vitamine D et en zinc, les gens font des formes moins graves, même si on les recharge tardivement, c'est-à-dire même quand ils sont à l'hôpital ou quand ils sont pas bien. Et on sait que les gens qu'on recharge en amont font moins de formes symptomatiques et moins d'évolution vers la gravité. Donc là, le zinc et la vitamine D, c'est facile parce que les gens n'ont même pas besoin de passer par leur médecin, ils peuvent aller voir directement Brigitte, parce qu'en fait, c'est des compléments alimentaires, le Zimadé ou des choses comme ça. Je fais pas de publicité, hein, simplement j'informe sur le fait que ça existe et que à part boire toute la bouteille d'un coup ou des choses comme ça, c'est des petites bouteilles voilà avec des gouttes. Globalement, c'est des choses qui sont très anodines et sans risque en fait. De même pour le zinc, il peut y avoir de l'inconfort si vous le prenez au même temps que les repas, donc on conseille plutôt de le prendre en dehors des repas avec un grand verre d'eau. Mais globalement, c'est du complément alimentaire qui n'encourt aucun risque. Et ça, rien que de faire ça, ça diminue l'évolution vers les formes graves. Après, il y a des choses qui paraissent du bon sens, mais qu'il est bon de redire assez régulièrement. C'est que l'activité sportive, l'activité physique, c'est quelque chose dont on a absolument besoin et qui permet d'être en bonne santé et que votre système immunitaire aille bien. Donc, faire du sport tous les jours. L'association des médecins du sport, le syndicat des médecins du sport en France a recommandé que même pendant les confinements, les gens fassent au moins une demi-heure à 1 heure d'activité physique quotidienne. C'est-à-dire que même si vous êtes confiné, même si vous avez l'impression de rien pouvoir faire, en fait, il faut bouger. L'autre chose, c'est de continuer à avoir des relations sociales. Il y a des études de grande ampleur qui ont été faites au niveau international pour démontrer que le tissu social d'un individu détermine sa survie, en fait, a un impact même sur la mortalité. Et que si vous érodez le tissu social de quelqu'un, par exemple les personnes âgées qui se retrouvent isolées, seules, que plus personne ne vient voir, en fait, ils vont mourir. Et ils vont pas mourir du Covid. Ils vont mourir de solitude, de chagrin et d'isolement et d'abandon. Donc finalement, le tissu social est extrêmement important. Et en fait, c'est l'occasion aussi de dire on doit renforcer notre tissu social et peut-être avec des gens avec qui on est plus en accord sur le fond, sur comment on voit la vie, sur le respect du vivant, sur le fait de ressentir, de s'ajuster. Et puis tous les gens qui veulent programmer, contrôler, mettre des barrières, etc. Bon bah, ok, ça va peut-être plus être nos amis. On va en perdre certains, hein, c'est sûr.
On a tous perdu des amis dans cette histoire, mais est-ce que c'était vraiment des amis? Et moi, si je fais le compte, hein, j'ai plutôt gagné énormément d'amis. J'ai jamais rencontré autant de gens et autant de gens qui aspirent au bien commun, qui aspirent à la joie, à la paix, à une santé ample. Donc moi, j'ai aucun regret, quoi. Globalement, voilà, c'est la vie, hein. Ok. Donc l'activité physique, les relations sociales, la nutrition, la recharge vitaminique et l'humour. L'humour. Alors, je sais pas comment c'est l'humour kanak, s'il y a des humoristes particuliers, s'il y a un registre, nous c'est les Belges, les Suisses, ou c'est Coluche, des choses comme ça. L'administration, on aime bien se payer la tête de l'administration. Et l'humour, c'est à la fois une arme contre le Covid, mais c'est une arme contre la tyrannie. Hier, j'ai interviewé des gens du Café des Libertés à Fort-Calquier. Ils se réunissent, ils ont posé une table, même pendant les confinements, ils ont dit on va se voir quoi, on va prendre un café, on va discuter. Et tous les jours, il y avait 60 policiers en armes et en gilet pare-balles pour venir avec les gens de Fort-Calquier, les petits vieux, les enfants, les jeunes, pour venir leur mettre des amendes et dire. Et tous les jours, ils ont pris les amendes, ils ont dit ok, soit, continuez quoi. Puis après, ils ont mis même des gens avec des brassards avec marqué les pruniers, ceux qui prennent les amendes pour les autres, en fait. Et qui disent ok, mettez-nous les amendes pour tout le monde, les autres vont pouvoir venir, nous on les prend, il n'y a pas de souci. Et on est arrivé à un tel niveau d'absurdité que maintenant il y a Merlin, qui est un des organisateurs, il encourt 8 ans de prison, et puis je sais plus 50 000 euros d'amende et tout ça. Donc au niveau judiciaire, ça a pris une ampleur complètement démesurée et c'est ridicule en fait. Ça n'a aucun sens, c'est absurde. Donc et au fur et à mesure que ça devient de plus en plus ridicule, les policiers ont compris que c'était ridicule et que c'était absurde. Et donc maintenant, ils mettent des amendes avec des motifs débiles, avec des motifs bizarres. Mais ce faisant, ils mettent une paille dans l'engrenage, parce que le jour où ça va aller en cassation, il y aura plein de trucs qui iront pas dans le dossier. Il y aura plein d'amendes qui auront aucun sens, qui auront été mises. Il y a une amende qui a été mise à quelqu'un qui est mort il y a 3 mois par la télésurveillance et la vidéosurveillance. Vous vous rendez compte? Donc, voilà, l'humour, c'est aussi une arme de résistance. Voilà, nous on prépare des choses humoristiques. Ça fait un moment que j'en parle, hein, mais vraiment ça se prépare. On est très très heureux que ça voit le jour bientôt parce qu'on a besoin de rigoler quoi. Ça va, ça donne déjà quelques clés pour survivre, en tout cas avoir moins peur. J'espère. Gaëlle, tu veux nous redire un mot? Ah ça y est, t'as réapparu. Ouais, alors je sais pas combien de temps ça va durer, mais au pire ça sera avec le micro quoi. Oui, on se rend bien compte, il y a un traité, moi qui me passionne depuis pas mal d'années, qui est le traité de l'empereur Jaune, hein, qui est le traité principal de médecine traditionnelle chinoise, qui a été écrit il y a 2000 ans, qui dit que voilà, la médecine inférieure soigne la maladie, la médecine moyenne soigne l'individu, et la médecine supérieure soigne la société. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est face à une société qui est totalement malade, hein, dans tous ses modes de fonctionnement, que ce soit l'alimentation, l'éducation. On se rend bien compte qu'on a loupé pas mal de choses aussi, ou qu'on est parti vers un formatage de l'individu dès la toute petite enfance, où on nous apprend juste à écouter ce qu'on nous donne comme information et à remplir nos têtes, et que quand nos têtes elles veulent penser différemment que la pensée unique, soit on nous bride, soit on est rejeté, donc ça peut faire peur éventuellement de s'investir à penser autrement et à oser penser autrement. Et donc aujourd'hui, c'est ça, c'est avoir vraiment quand même les 3 strates, les strates de OK, comment on soigne la maladie concrètement quand on fait le point sur cette maladie aujourd'hui, comment on la soigne, comment on soigne l'individu si c'est lui qui tombe vraiment malade, mais comment on soigne une société qui aujourd'hui risque d'être fortement malade si ça se propage d'une certaine manière sans être pris en charge avec ce qu'on appelle cette thérapeutique précoce, enfin préventive d'abord, précoce et curative si nécessaire, quoi. Alors, je rappellerai juste qu'il y a pas eu de, excuse-moi, je t'ai coupé, excuse-moi. Il n'y a pas de surmortalité chez les moins de 70 ans, en fait. Que une grosse partie de la mortalité en France, elle est liée à l'évolution de la pyramide des âges. C'est-à-dire, dans les 20 dernières années, finalement, la pyramide des âges des baby-boomers s'est décalée. Ils avaient 50 ans en 2000, et puis maintenant, ou 60 ans. Puis maintenant, ils ont 70, 80 ans. Et en fait, voilà, ça fait une grosse frange de la population dans notre pyramide des âges, et c'est eux qui sont touchés. Et c'est eux qui ont une surmortalité, mais c'est normal. Ils arrivaient au moment où on commence à mourir, en fait. Et l'âge médian de décès aux alentours de 82 ans, c'est voilà, hein, c'est mieux que l'espérance de vie même en fait. Donc pour le moment, il n'y a pas de démonstration que cette épidémie est extrêmement sévère.
En revanche, elle a mis en défaut plein de choses dans notre système. Elle a mis à jour des carences, des pathologies de notre système qui étaient déjà là et qu'on faisait semblant de pas voir, sur lequel on mettait un pansement sur une jambe de bois, un cautère sur une jambe de bois, souvent on dit. Euh, et notamment, tu l'as dit, au niveau éducatif, au niveau économique. Alors, on a discuté en off du fardeau économique de la fermeture des frontières pour l'île. Et effectivement, c'est important. Mais ça veut déjà dire que l'économie de l'île vit de manière boiteuse, qu'elle ne pourrait pas vivre comme ça. Et donc, c'est un défi à la créativité, à l'intelligence. Comment faire pour que la Nouvelle-Calédonie soit autonome, pas autarcique, autonome, c'est-à-dire décide de son destin et fasse vraiment quelque chose. Et là, tous les autonomistes calédoniens, ils peuvent y réfléchir, se dire, mais ok, vous voulez une autonomie politique pour certains, mais vous ne pouvez pas avoir d'autonomie politique si vous n'avez pas d'autonomie économique. Et donc, réinventer une économie locale, peut-être une monnaie locale. Alors vous avez déjà une monnaie locale différente, mais de refaire des réseaux et du tissu économique autour des besoins fondamentaux, de se loger, de se vêtir, de s'éduquer, de prendre soin les uns des autres, de prendre soin des personnes âgées. En fait, il y a peut-être plein de choses à faire pour réenrichir le tissu économique local. Je sais pas ce que tu en penses ou ce que Brigitte en pense. Bah, alors ici, au niveau local, on a justement, parce que on parle des instances, on parle toujours des gouvernements, des élus, des mairies. On attend quand même, et c'est, je trouve aussi, c'est la croyance limitante de nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on attend toujours l'aide de l'extérieur ou le changement de l'extérieur. Là, il y a, bah voilà, toi, tu connais aussi les mouvements de permaculture ici en Nouvelle-Calédonie. On en a aussi quand même pas mal de personnes qui se sont lancées il y a une vingtaine d'années et qui ont commencé à mettre en place leur propre mode de vie, hein, où ils arrivent à faire leur propre farine, ils arrivent à être dans l'autonomie électrique, dans l'autonomie vestimentaire, et puis surtout à échanger entre eux dans les besoins qu'ils ont. Donc, c'est bien d'attendre toujours aussi ces changements. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme on parlait en off tout à l'heure, c'est d'aller faire imploser la machine de l'intérieur grâce aux gens, grâce au fait que chacun individuellement reprenne conscience du pouvoir individuel qu'il a, que ce soit sur sa santé, sur son alimentation. Voilà, ici aujourd'hui, c'est vrai qu'on ferme les magasins. Malgré, il y a en tout cas une certaine population qui serait capable de s'en sortir, qui reste les Oui, populations ça dépend, ouais. autochtones ou océaniennes, hein. On sait aussi que les Tahitiens, les Wallisiens de l'île, les Vanuatais ont beaucoup de champs et qui ont cette capacité d'aller aux champs pour pouvoir se nourrir. Mais même ces populations, parce que l'appât, moi j'appelle ça l'appât du bling bling. Si tu veux avoir un beau téléphone, une belle voiture, une belle maison, des beaux repas avec plein de choses qu'on trouve que dans les magasins, ça donne envie. C'est humain au bout d'un moment. Enfin, à un moment donné, c'est venu. Et là, on se rend compte qu'on a été trop loin, trop vite, et que ce soit par rapport au génotype de nos personnes, mais par rapport aussi tout simplement à l'humanité de ce que tout ça recèle. Donc, c'est vraiment, en tout cas, moi, mon souhait, c'est vraiment d'aller vers ça, c'est de responsabiliser des gens déjà dans qu'est-ce qu'on peut faire dans notre santé individuellement au quotidien, que ce soit de bien boire, bien respirer, bien dormir, bien manger, pour que ce système individuel, si le virus arrive à rentrer, ne soit pas mis complètement au tapis. Et ici, en Nouvelle-Calédonie, Louis, tu connais aussi, on a la dengue qui est quelque chose qui peut mettre les gens au tapis. On peut mourir de la dengue aussi, hein. Et aujourd'hui, on n'a pas fermé nos frontières, bon, parce que ça dépend d'un moustique, on est d'accord. Mais on n'a pas immobilisé une société entière, alors qu'on a quand même des cas de dengue régulièrement qui viennent à mourir. Donc voilà. Oui, tout à fait, ouais. Merci Oui, Gaëlle pour ça. Brigitte, tu voulais réagir un peu à cette idée économique aussi ou à oui, oui, oui. cette crise un peu plus globale que juste le virus? Oui, bien sûr, mais ce que disait Gaël est tout à fait juste. Mais c'est vrai que nos populations ont été mises infantilisées comme toutes les populations mondiales et que c'est compliqué. Moi, je vois ici pour faire de l'information, c'est peut-être partout ailleurs, mais moi ça fait longtemps que je suis ici. C'est compliqué, c'est des habitudes qui ont été prises depuis longtemps. Alors c'est vrai que les populations océaniennes sont beaucoup plus proches de la nature, plus proches du vivant. Elles ont cette capacité, à mon sens, de retrouver assez facilement le chemin de la raison, tout simplement. Mais on a aussi, nous, on a une société assez dichotomique ici en Calédonie, hein, donc une société très très européanisée,
avec ses besoins, ce que disait Gaël, mais qui a infusé sur la société océanienne et qui a créé les mêmes besoins. Alors, ce que tu disais tout à l'heure sur la problématique particulière des comorbidités en Calédonie, c'est typiquement ça. Un mode de vie à l'américaine, les McDo, la bouffe sucrée, et qui fait que c'est vraiment un travail de fond qui n'est pas fait, hein, qui n'est absolument pas fait sur cette problématique particulière de la malbouffe qui entraîne plein d'autres choses et qu'il faut reprendre depuis le début. Mais ça va vraiment demander beaucoup d'efforts et une volonté qui, à mon avis, n'est pas encore là. Au niveau des instances sanitaires, il y a des campagnes qui sont menées, mais ça n'est jamais que superficiel. On n'explique pas aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Va vraiment falloir tout reprendre depuis le début. Quand Gaël parlait d'éducation, c'est vrai que il faut le reprendre depuis le début. Et pourtant, la problématique est très importante ici. Elle coûte très cher. Elle coûte très cher à la société. Elle coûte très cher aux individus. Les populations océaniennes payent un lourd tribut à toutes ces pathologies. Et malgré ça, on voit pas de mise en place d'éducation dès l'enfance à toute cette problématique. Donc, effectivement, c'est peut-être le moment, oui, c'est le moment de le suggérer surtout, pour que ça se fasse. Ouais. Et puis je pense qu'il y a, quelque chose qui est assez présent dans tous les gens qui rejoignent les collectifs, ce serait l'idée d'aller aider des gens qui voudraient pas être aidés. En fait, c'est une illusion. On peut pas aider des gens qui veulent pas être aidés. Et donc on sauvera pas tout le monde. En fait, on n'empêchera pas. Et c'est pas le but. Le but, c'est, à mon sens, il est plutôt d'aller souffler sur les braises de ceux qui ont un doute et de les mettre en lien et de leur faire permettre de leur permettre de recréer justement une société qui s'affranchit de toutes les scories et de toutes les maladies de notre société mondialisée, occidentale, transhumaniste, néolibérale, techno-industrielle, qui attend toujours en fait plus de process, plus de procédures, plus de rigidité en fait. Je crois que le vivant, il aime pas la rigidité en fait, il aime pas les procédures fermées, il aime pas que le programme se déroule comme prévu. Au contraire, il invente toujours des solutions pour faire autrement. Et je crois que c'est un peu notre mission avec Réinfo Covid, beaucoup plus que d'aller convaincre des médecins dogmatiques, des scientifiques corrompus, euh, des administratifs bornés qui veulent juste que les trains arrivent à l'heure sans jamais regarder où vont les trains et qui sont complètement dans l'extraordinaire banalité du mal. Je crois que ceux-là, il y a aucune chance qu'on arrive à les convaincre, et puis c'est pas le but, parce que sinon on serait encore nous-mêmes dans l'idée que messianique, on serait là pour être des sauveurs. Or, il y aura pas de sauveur en fait. Il y a juste se prendre en main, et pour se prendre en main et réussir à résister en fait, à se prémunir de cette automatisation absurde du monde et idiote en fait, hein, parce qu'elle repose sur rien en plus, elle repose même pas sur la science quoi. Elle repose sur des dogmes en fait, une croyance religieuse et scientiste dans la toute puissance d'un vaccin. Mais le vaccin, croyez-moi, hein, sur cette épidémie, ça ne sera pas une baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique en fait simplement dans une épidémie. L'épidémie, c'est épidémos, ça vient au-dessus du peuple, ça vient, ça passe, ça donne son message au monde et ça dit bah voilà, vous êtes malade, il est temps de changer des choses dans votre système. Et soit vous l'entendez, Ouais. soit vous l'entendez pas. Si vous l'entendez pas, bah, vous pouvez essayer de mettre des béquilles, ça va vous faire tenir jusqu'à la prochaine épidémie, en fait. Et il ne Ouais. manquera pas d'y avoir une autre épidémie en 2025 qui fera la même chose. Donc là, les gens de Nouvelle-Calédonie, ils ont déjà vécu le SRAS, ils ont déjà vécu d'autres épidémies avant, s'ils comprennent pas, il y en aura d'autres, en fait. Donc, c'est pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous enfoncer quelque chose dans la caboche, qu'il faut qu'on change profondément notre système. C'est une chance qui nous est donnée. Mais voilà, je pense que si on renonce tous à cette idée d'être des sauveurs, en plus, on devient plus convaincant. Ouais, La c'est réalité, clair. c'est que on arrive à toucher plus de gens quand nous-mêmes, on sort du Ouais. dogmatisme. Ok. Ah, on t'entend plus. Il y a deux petits points rapidement, puisque il y a deux choses qui me tiennent à cœur. Ce serait parler, si on peut rappeler, si on peut parler quelques minutes de ce qui se passe aux Maldives et aux Seychelles, simplement par rapport à ces histoires de variants ou d'explosion par rapport à une vaccination massive. Et puis, si tu es d'accord, on terminera par un petit point que j'avais envie de te poser, Louis. Ouais, ça marche. Alors, on devait faire 20-30 minutes, ça fait 45, donc ça va, ça tombe bien, on est plus dans les clous. Au moins, le vivant se débat en nous et et essaie de faire autrement. Donc, tant mieux, hein. J'ai plaisir à être avec vous. Euh, donc, bah ouais, alors sur les Maldives et les Seychelles, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Parce que Bah, en fait, il y a l'océan Indien, c'est ça, et le. voilà, bah, ce qui s'est passé aux Maldives et aux Seychelles, et Brigitte me corrigera si je me trompe. Donc, ils ont lancé cette campagne de vaccination massive où l'épidémie était là. Elle se maintenait avec l'histoire qu'on lui connaît. Ils ont réussi à vacciner plus de 70% de la population. Et suite à ça, eh bien, ils ont vécu leur troisième vague Covid, mais qui a été la vague la plus expansive et la plus explosive, avec voilà tout ce qu'on en sait derrière en termes de diminution de système immunitaire. Est-ce que ce serait judicieux de poser cette question? Est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on a assez de recul pour dire si ce vaccin affaiblit d'une certaine manière le système immunitaire quand le virus il est là? Ou alors, tu vois, j'ai pas mal de gens qui sont autour de moi qui se sont fait, enfin pas mal. J'ai quelques personnes que je rencontre qui se sont fait vacciner, qui étaient des personnes 70 ans, 65, 70 ans, des bons vivants, mais jamais malades. Et là, ils se sont fait vacciner, ils ont une grippe. Et la grippe, elle dure, ça fait 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et là, il y a même des gens que je connais, ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'ils ont une grippe. Alors, ils veulent pas faire le lien entre la possibilité du vaccin et cette grippe récurrente. Bon, bah, je vais pas insister pour leur faire comprendre, mais là, c'est plus pour une compréhension personnelle et individuelle en ce qui me concerne du process, quoi. Alors, on est à 45 minutes, 46 minutes d'interview, donc il est possible qu'il y ait pas mal de gens qui écoutent plus à ce moment-là, et donc c'est très bien, ça, parce qu'on va arriver sur des sujets controversés et complexes, sur lesquels on n'a pas de data, sur lesquels on a juste de la compréhension, de la compréhension globale qui devrait au moins nous poser question. Donc, moi, je peux pas répondre de manière claire, strictement scientifiquement et médicalement. Par contre, je peux te dire ce qu'ont dit certaines personnes, et puis intellectuellement ce qu'on pourrait suspecter. La cible du vaccin, c'est une protéine qui s'appelle Spike. Et une partie des vaccins qui est fait actuellement est fait avec des ARN pour que tu fabriques Spike et que ton corps réagisse et fasse un anticorps anti-Spike. Mais qu'est-ce qui donne la maladie? C'est la réaction inflammatoire du corps à Spike. C'est-à-dire que c'est Spike qui va ouvrir les lymphocytes et puis d'autres cellules, et puis faire que, alors il va faire son action, le virus avec Spike va faire son action, rentrer dans la cellule, se multiplier et propager le virus, le transformer, puis ensuite le propager ailleurs. Ok, ça c'est l'épidémie normale du virus. Mais le vaccin lui-même, qu'est-ce qu'il fait? C'est que l'ARN va faire que ta cellule va fabriquer du Spike. Combien? Ben, en fait, on n'en sait rien. Parce que peut-être il y a des gens qui réagissent très fort à cette injection d'ARN. Déjà, au niveau des process industriels, on n'est pas sûr de combien il y a d'ARN dans le produit fini, quoi. C'est même pas la même quantité qu'il y a par rapport aux études qui ont été faites. C'est-à-dire que le process industriel a changé, tu vois, en termes de procédure qualité. On nous gonfle toute la journée avec les procédures qualité. Waouh, là, tu te dis, mais c'est du délire, quoi. Donc, on n'a pas le même produit que celui qu'il y a eu dans les études. Et ensuite, combien tu fais de spike? Ben, en fait, probablement, ça dépend de ton corps. Il y a des gens qui vont faire pas du tout de spike, ils vont pas réagir à l'ARN, ça va pas bien marcher. Puis il y en a d'autres, ils vont faire juste ce qu'il faut, ils vont produire un peu, ça va s'arrêter, puis ils vont produire des anticorps, et là, ils vont être vaccinés, ça va bien marcher, parce que s'il y a un nouveau spike qui arrive, peut-être ça va le neutraliser. Et puis il y a des gens, ils vont pas arrêter de cracher du spike. Et ils vont en faire beaucoup trop. Et donc, ils vont faire une réaction inflammatoire à ce spike qu'ils ont produit eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont faire la réaction immunitaire, ils vont faire des anticorps, mais ils vont aussi faire la réaction hyper-inflammatoire de l'orage cytokinique. Et donc, faire la maladie, en fait. Faire le Covid. Ça c'est très probable. Mais on va dire que ce serait un Covid qui durerait pas trop longtemps. Parce que l'ARN, bah ok, c'est l'injection, mais après, ça s'arrête, quoi. Au bout d'un moment, on arrête d'en fabriquer. Sauf si l'ARN, éventuellement, s'intègre en ADN dans le génome et qu'il n'arrête pas d'en fabriquer. Est-ce que ça peut arriver, ça? Bah non, d'après les décodeurs du monde, les fact-checkers de l'IB, les fact-checkers de l'AFP, d'après tous les gens qui ont regardé ça de près, bah, c'est pas possible en fait. Et je vous laisse lire notre réponse au CHU de Liège sur ce sujet. Le CHU de Liège lui-même, les professeurs du CHU de Liège ont dit n'importe quoi, Réinfo Covid dit n'importe quoi. Je vous laisse répondre, regarder notre réponse, qu'elle est extrêmement sourcée. Et je vous laisse regarder notre réponse à un journal qui s'appelle Le Temps, en Suisse,
qui, pareil, nous a retoqué en disant, mais non, ça peut pas arriver, ça, que le vaccin s'intègre dans votre génome. Alors, à la fois, je vous laisse regarder, puis j'ai pas envie d'être censuré sur YouTube, mais on va parler à mots un peu couverts. Si juste on prend le virus lui-même, qui est un virus à ARN, hein, donc c'est des morceaux d'ARN, le virus. Euh, en fait, dans les lignées cellulaires, il s'intègre dans un certain nombre de cas. C'est-à-dire que ça va s'intégrer au génome, soit par le biais d'une rétrotranscriptase, soit par d'autres mécanismes moléculaires, c'est-à-dire que l'ARN transformé en ADN, puis intégré au génome. On le sait déjà, ça. Ça fait 30 ans qu'on le sait. Ça fait 30 ans qu'on sait qu'on a même 8% de notre génome, c'est des virus ARN intégrés. Et ça fait voilà, des virus endogènes qu'on a en nous. Et d'ailleurs, il y a certaines pistes pour dire que certaines maladies pourraient être liées au fait qu'on exprime ces virus qui se sont intégrés dans notre génome, de tous les humains. Donc, on sait que ça arrive, en fait. Ça arrive d'autant plus volontiers que le virus est ce qu'on appelle un rétrovirus, par exemple comme le VIH, mais ça arrive aussi pour d'autres virus à ARN. Parce qu'en fait, là, c'est peut-être un peu compliqué pour les gens qui vont nous écouter, mais le dogme médical, c'est il y a de l'ADN dans le noyau, ça sort du noyau en ARN, et l'ARN est transcrit, est traduit, pardon, donc l'ADN est transcrit en ARN et ensuite traduit en protéines. Et donc, ce serait dans un seul sens. Mais vous savez très bien que tous les mécanismes qu'on décrit comme ça dans un seul sens, en fait, il y a des boucles. Ça revient dans l'autre sens et puis hop, ça se croise dans tous les sens. C'est ça le vivant, c'est que ça joue dans tous les sens. Et donc, bien sûr que c'est faux. Donc là, on a déjà démontré sur le virus lui-même, donc le SARS-CoV-2, qu'il s'intègre dans des lignées cellulaires quand on cultive des lignées cellulaires. Et puis, mieux que ça, on a démontré maintenant que chez certains patients, en fait, ils l'intègrent dans leur génome et ils continuent à cracher des petits morceaux. Ils n'intègrent pas forcément tout, mais ils crachent des petits morceaux. Et ils peuvent rester positifs sur le test et ils sont pas forcément contagieux, ils sont pas forcément malades, parce que si ça se trouve, les petits morceaux, ils déclenchent pas de maladie. Mais voilà, il y a certaines personnes qui se demandent même si certains Covid longs, c'est pas des gens qui ont intégré des morceaux qui justement donnent de la maladie au long cours. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est PNAS, quoi. C'est un très grand journal. C'est le journal de l'Académie des sciences américaine, si vous voulez, avec une étude extrêmement bien faite. Donc voilà, les fact-checkers du monde sont dans le vent, les fact-checkers de l'IB sont dans le vent, les décodeurs du monde sont des guignols. Et voilà. Donc ça, c'est pour le virus. Donc ensuite, il y a pour le vaccin lui-même. Est-ce que le vaccin lui-même, en fait, c'est un morceau d'ARN. Donc c'est exactement la même idée. Et alors vous allez me dire, mais pour Johnson & Johnson et pour AstraZeneca, pour ceux qui sont à ADN intégrés dans un adénovirus, soit de chimpanzé, soit humain, c'est pareil en fait. Est-ce que ça peut s'intégrer et ensuite continuer à produire? Ok. Donc ça, c'est les warnings qu'on peut avoir. C'est que ça, éventuellement, vous fabriquez trop de spike et vous faites une sorte de maladie qui ressemble au Covid, mais de manière temporaire, parce que c'est juste le temps que voilà, vous ayez le vaccin en vous et que vous vous utilisiez tout l'ARN du vaccin à fabriquer du spike et vous faites une réaction inflammatoire du corps et puis ça s'arrête. Bon, très bien. On va dire peut-être c'est pas grave si vous êtes immunisé. Puis mais bon, peut-être ça peut être grave et faire des vraies formes graves. Parce que là, vous ferez un vrai Covid. Si en plus vous êtes hypertendu, diabétique, obèse, immunodéprimé, peut-être que là, vous allez vraiment prendre un énorme coup derrière les oreilles. Mais bon, comme on monitore mal les effets secondaires, personne ne regardera, quoi. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que on va dire, vous êtes, enfin ouais, voilà. L'autre chose, c'est qui peut se passer, c'est que il y a un effet qu'on appelle antibody dependent enhancement, c'est-à-dire un renforcement lié aux anticorps. Qu'est-ce que ce truc-là? Dans la dengue, justement, que vous connaissez, on sait que les gens, quand ils font une première dengue, c'est pas très grave. Mais ils font des anticorps contre la dengue et ensuite ils font une deuxième dengue. Et là, c'est la dengue hémorragique avec la thrombopénie, la sévérité et éventuellement des gros dégâts, voire le décès. Et qu'en fait, c'est parce qu'ils ont eu une première fois la dengue qu'ils font une deuxième dengue qui est très grave. On sait qu'il y a des gens qu'on avait vaccinés avec le Dengvaxia, par exemple. C'est une histoire qui est connue, qui a fait en Indonésie notamment pas mal de bruit, puisque les gens ont été vaccinés avec le Dengvaxia. En fait, ils ont fait ensuite ceux qui ont fait une dengue, ils ont fait directement une forme grave
Parce que c'est comme si leur corps, avaient déjà rencontré la dengue et donc ils ont fait d'emblée une forme grave. Et donc les gens ont dit, bah, basta, en fait, c'est complètement débile. La façon dont on avait conçu cette vaccination, c'était une fausse bonne idée. Comme souvent, hein, l'humain a souvent des fausses bonnes idées. Euh, je vous renvoie au sketch de Karim Duval sur les neurosciences. Restreignez votre cerveau, quoi. Ralentissez. Et les Grecs, ils disaient faire une époquée raisonnable, suspendre le jugement. Époquer, attendre. Attendre et voir. Là, c'est la prudence, hein, c'est la notion de la prudence, c'est la base de la médecine normalement. Hein. C'est tout au début de la médecine. Ça a été oublié par de nombreuses personnes dans l'administration, dans les scientifiques et dans les médecins aujourd'hui, et dans les patients y compris. Donc, être patient. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il est connu que dans les coronaviridés, il peut se produire ça, que certaines personnes font des anticorps qui vont renforcer la maladie suivante. Et si vous faisiez des anticorps contre une première forme avec un vaccin, et si, hein, je dis, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas de data pour vous le dire. Là, on attendra la prochaine épidémie, on va dire, pour voir. On verra bien. Hein. Si parmi ceux qui sont vaccinés, il y a des gens qui font des formes beaucoup plus graves que ce qu'ils auraient jamais fait, parce que ils ont déjà une réaction du corps qui est prête à exploser. Ça paraît du bon sens, parce que le gros de la maladie du Covid, c'est pas le virus. Le gros de la maladie du Covid, c'est la réaction inflammatoire de votre corps à la présence du virus. Donc, soit vous avez de la chance et vos anticorps, ils neutralisent le virus. Soit vous n'avez pas de chance et vos anticorps, ils présentent le virus et ils déclenchent une réaction inflammatoire. Et dans ce cas-là, c'est autre chose. Ça veut dire que vous allez déclencher une très grosse réaction inflammatoire. Mais ça, on ne le saura que quand vous aurez un variant qui va venir. Donc, il y a des chances qu'aux Maldives ou avec les variants indiens, les gens ont été vaccinés contre le Wuhan 1, contre le premier variant, et qu'effectivement, ils font des formes beaucoup plus graves avec ce variant-là parce que ils ont été vaccinés avec ça. Donc ça, pour le moment, j'en sais rien et bah moi je souhaite que non pour les gens. Je suis pas cynique, hein. Je suis plutôt avec l'idée. J'espère que au pire c'est anodin, quoi. Maintenant, est-ce que ça protège vraiment des autres formes? C'est la troisième question qu'on peut poser. Vous voyez bien que il y a un trou dans la raquette, que les variants, on n'est pas très bien protégé, quand bien même il y aurait pas ces deux choses dont je viens de vous parler. Là, par contre, ça c'est sûr et certain, c'est que sur les variants, bah, la vaccination protège mal. Pour un certain nombre d'entre eux, ou moins bien. Et donc, ce serait totalement illusoire de dire qu'on peut protéger une île comme la nôtre grâce au vaccin contre les variants ou contre certaines formes graves, quoi. Ça reste. En fait, c'est illusoire. Si vous faites de la permaculture, si vous réfléchissez un tout petit peu à ce que c'est la relation hôte pathogène, il est illusoire de vouloir éradiquer un ennemi ou un agent pathogène. C'est une illusion, en fait. Il y a personne qui peut éradiquer. Si vous voulez éradiquer, c'est-à-dire que vous êtes dans une course en avant, dans une fuite en avant, vous allez majorer la quantité d'antibiotiques pour des bactéries, par exemple. Vous voulez éradiquer une bactérie, il y en aura d'autres qui vont émerger, résistantes. Vous allez changer d'antibiotiques, et puis il y en aura des pans résistants. Puis à la fin, vous serez en bout de course, vous n'y arriverez même pas. Vous serez tellement toxique avec vos médicaments que vous allez tuer les gens à coups de médicaments et ce sera plus le problème de l'agent infectieux. C'est pareil pour un virus. Si vous voulez éradiquer un virus, il y en aura un autre. Donc c'est pas la question, quoi. La vie trouve toujours le chemin. Question, en fait. C'est comment. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était pas une épidémie, c'était ce qu'on appelle une syndémie. Syndémie, c'est sun en grec, comme, hein, et ça veut dire que il y a un pathogène, mais en fait la maladie, c'est la maladie de notre système, c'est la maladie des gens qui sont déjà là, qui allaient déjà pas bien. Et c'est parce qu'ils sont obèses, hypertendus, diabétiques, immunodéprimés, qui font une forme grave. Les gens qui n'ont pas tout ça, en fait, c'est complètement anodin, quoi. C'est pas grand-chose. Donc, est-ce que le problème, c'est le virus, ou est-ce que ce problème, c'est ces pathologies-là, qui sont pas bien prises en charge, en fait. N'arrête pas d'augmenter. On dit les néphrologues, ils disent ces pathologies-là, c'est le fléau. C'est-à-dire que c'est des pathologies de société, c'est des pathologies de système. Parce qu'on bouffe trop de sucre, parce qu'on est trop stressé, parce qu'on mange pas bien, parce que voilà. Oui, donc c'est pas la maladie qui a à soigner, c'est l'individu qui a régulé, à équilibrer. C'est la société. Oui, c'est la société. C'est la société qui est à soigner, le système. Alors vous allez dire, ouais, mais ça, en urgence, comment on fait? On peut pas gérer en urgence. Bah oui, vous avez compris. En fait, en urgence, vous pouvez pas réagir. C'est un truc de fond qu'il faut transformer. L'urgence, elle est là pour vous secouer, quoi, pour vous mettre un gros coup derrière les oreilles et vous dire, waouh, en fait, il faut qu'on bouge, il faut qu'on change profondément notre système. En urgence, cela dit, vous pouvez faire des choses et je reviens
au traitement précoce, à la prévention, à la surveillance. On a eu encore, je sais pas comment c'est en Nouvelle-Calédonie, mais encore maintenant, il y a beaucoup de médecins qui disent à leurs patients, bon, bah, si vous êtes positif et que vous avez des symptômes, vous avez un Covid, paracétamol, bonne chance. On se revoit dans 2 semaines. Mais c'est quand vous pareil. êtes en train de vous étouffer. Mais c'est pas correct, ça. Parce qu'on a des thérapeutiques qui marchent. C'est-à-dire, même si on rentre pas dans les thérapeutiques un peu controversées par les médias, hein, parce que la science, la vraie, il n'y a pas de controverse, quoi. C'est utile. Euh, donc, les gens qui ont ça, les anticoagulants, rien que ça diminue la mortalité. Ouais. Pourquoi on dit paracétamol et bonne chance? Pourquoi le Lovenox, c'est compliqué d'aller faire une infirmière à domicile qui donne un Lovenox? Non, c'est pas compliqué. L'oxygène, ça sauve des vies, c'est pareil. Vous n'avez pas de raison de laisser traîner quelqu'un à 80 sat à la maison, c'est pas bon, quoi. Et troisième truc, les corticoïdes dans la phase inflammatoire, pas dans la phase virale, mais dans la phase inflammatoire le deuxième temps. Ces 3 choses-là, on sait que ça diminue la mortalité, ça diminue le recours à la réanimation, ça diminue l'hospitalisation. Pourquoi est-ce qu'on continue à dire paracétamol et bonne chance? Pareil, on sait que la surveillance par la saturation au bout du doigt, juste une infirmière qui passe une fois dans le village où on confie un saturomètre à tous les chefs de tribu et on leur dit voilà, tu le nettoies bien, puis tu vas surveiller les gens. Une fois par jour ou 2 fois par jour, tu vas regarder. Si ce truc-là, c'est en dessous de 95, tu m'appelles. Voilà, juste ça. Bah, rien que de faire ça, ça diminue, ça diminue les hospitalisations en urgence au dernier moment. Ça permet de couper l'herbe sous le pied à la gravité. Et ça, on a de la chance que la Direction générale de la santé, enfin, a fait une directive. Et donc, c'est là où, voilà, on peut aller vers de la réconciliation. Il y a des gens quand même qui bougent, sauf que c'est plus long à comprendre que le terrain, et c'est normal. C'est des structures administratives, elles sont rigides. Mais c'est en train de venir. Et donc, viendra des protocoles thérapeutiques et préventifs. Moi, j'ai bon espoir de ça et voilà. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc, du coup, c'est ça, c'est qu'on essaye de soigner une maladie avec une seule baguette magique et en plus qui n'est pas utilisable et adaptable à tous les corps parce que tous les corps sont différents dans leur manière de fonctionner et de réagir et par rapport à leurs antécédents. Et puis qui est pas cost effective. Aux États-Unis, on parle de cost effectiveness. C'est combien vous mettez de pognon sur la table pour quel effet? Mais combien on a mis de pognon sur la table pour la vaccination pour quel effet pour le moment? Vous feriez juste des protocoles de prise en charge à peu près corrects, des filières de soins, de la prévention, mais ça coûte presque rien et vous avez un rapport bénéfice sur investissement qui est énorme en fait. Oui, mais c'est la problématique, elle est là. Voilà, pour les trop que ça ne coûte rien, c'est pas intéressant, Louis. Et non, la problématique, elle est là. Voilà, on est d'accord sur ça. On y revient et notre système de santé, il est malade de ces multinationales du médicament et de la data qui cherchent à faire du pognon sur la maladie des gens. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pareil, les gens, ils se cachent derrière leurs petits doigts, mais on le sait très bien. Il y a plus de 2500 références universitaires pour parler de la corruption systémique en santé et de l'impact des lobbies pharmaceutiques sur la décision publique, sur la politique de santé est extrêmement néfaste. Donc c'est pareil, cette crise, elle est là pour nous dire ça. Ça avait déjà été dit par les sénateurs dans le rapport H1N1 en France. Hein, il y avait un rapport sénatorial en 2009 qui avait dit mais on a un problème avec les labos, quoi. Globalement, c'est eux qui font la pluie et le beau temps, qui dirigent les médias, etc. Et à la fin, on raconte n'importe quoi aux gens, on surfe sur leur peur et on leur fourgue des saloperies qui les rendent encore plus malades. Tout ça pour très très cher. Donc bon bah voilà, on le sait déjà. Là, les gens, ils vont juste devoir le regarder en face. Ça prend du temps pour certains, quoi. Oui, mais c'est mis en avant. Voilà, et puis il faut être indulgent, je pense aussi avec les gens. C'est-à-dire que là, ce qui est en train de se passer, pour certains, ils avaient enclenché ce modification, enfin cette conscience-là et cette information-là depuis quand même pas mal d'années. Pour d'autres, c'est tout nouveau, donc ça fait trembler toute leur pyramide, toute leur base, tout ce sur quoi ils ont construit toute leur certitude, leur peur. Donc, je pense qu'il y a une nécessité, en tout cas, de peut-être de certaines personnes, d'indulgence, même si, du coup, ça peut générer éventuellement des fois de la colère ou de l'incompréhension et des envies de s'opposer. On en revient toujours à la même chose. Si on avait une ordonnance, moi, je suis pas médecin, donc j'aurais pas le droit de faire d'ordonnance, mais si je pouvais me permettre de faire des ordonnances, ce serait ça. Ce serait coupe ta télé, remets-toi en lien, mets-toi en lien déjà avec toi à l'intérieur. Elle est où ta petite voix et est-ce que tu l'écoutes? Et mets-toi en lien aussi, mais réellement, et pas dans les masques. C'est laissons tomber les armoires à masques qui font du mal à notre société et osons voir la réalité. Mais du coup, ça me permet d'enclencher sur notre
notre dernière question. Comme ça te donnera l'occasion de revenir encore une fois qu'on aura répertorié des questions et des interventions pour toi, Louis. Tu commences souvent tes interviews en disant que tu n'as pas de conflit d'intérêt, hormis celui que tu décris régulièrement. Du coup, Louis, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'emmène à être qui tu es? Comment tu génères cette énergie au quotidien? J'ai mes petites réponses, mais je sais que cet aspect humain m'intéresse beaucoup et c'est sur ça que j'aimerais que les gens viennent. C'est OK, prendre conscience, t'es qui? Pourquoi tu fais ça? Parce que pareil, ça c'est encore une croyance limitante de notre société, c'est que quand on fait quelque chose pour le collectif, on a forcément un intérêt. Mais et si on avait éventuellement cette capacité intrinsèque humaine de faire les choses juste parce que on sent que c'est bon ou on sent que c'est ça qu'on doit faire. Donc, tu es là pourquoi, Louis? Pourquoi tu fais tout ça? Je sais pas, je me pose la question assez régulièrement parce que j'ai rien à gagner en fait. J'ai plutôt des emmerdements quoi. Je peux perdre mon boulot, je peux être embêté par ma hiérarchie, etc. Je peux me faire traîner dans la boue par les médias et ça ne manque pas. Donc, en fait, je suis assez distancié de tout ça quoi. Donc, j'ai pas de. Je le fais pour pouvoir me regarder dans la glace en fait. Je le fais pour mes enfants en me disant mais le monde qu'on nous propose, c'est un monde poussiéreux qui s'effondre. Donc j'ai besoin de reconstruire de la cohérence autour de moi. Et ça fait des années que j'essaie d'être en cohérence, c'est hyper dur. Les Grecs, ils appellent ça l'akrasia. Akrasia, c'est tu sais quelle est la vertu, mais tu fais le vice. Tu sais qu'il faut pas fumer, que ça donne le cancer, que ça pourrit la planète, qu'il y a des pauvres gars qui sont payés $1 par jour dans des champs d'OGM par des multinationales du tabac, avec des gros gars dans un fauteuil club en haut d'un building à New York qui à chaque fois que tu prends une clope se mettent à rigoler en disant comme ça, en prenant ton pognon. Donc tu sais tout ça, et pour autant tu fumes. Donc c'est la difficulté de l'insuffisance de la volonté, de l'insuffisance et bah finalement pour moi c'est une tentative de mise en cohérence en fait. On dire ça y est, j'arrive à un âge où maintenant je suis prêt à mourir en fait. Ça y est, j'ai eu des enfants, j'ai fait ce que je devais faire et moi, mes rêves d'ado ou de jeune homme égotique, de faire le tour du monde, d'avoir une belle carrière, ça, en fait, ça y est, c'est fini, quoi. Mes enfants, ils m'ont rincé. Ils m'ont rincé comme une vieille chemise qu'on a lavée 350 fois, tu vois, avec des pierres. Et enfin, tu le vois à travers, quoi. Tu dis, bon, ouais, ok, on va faire comme vous voulez, les enfants, quoi. On va faire ça. Et donc, moi, je suis prêt, quoi. Je suis prêt à mourir. En fait, pour moi, c'est pas un problème, si tu veux. Ouais, je cours plus aucun risque et en fait en le faisant c'est aussi ça, c'est que il y a un renforcement positif, c'est que tu dépasses tes peurs et et que c'est assez satisfaisant de faire ça en fait pour soi-même, de se dire ça mais je suis allé au-delà de ce que je pouvais faire, de ce que je savais faire. J'apprends tous les jours, je rencontre tous les jours des nouvelles personnes, je m'enrichis énormément en fait. Et donc finalement il y a un petit gain perso en fait qui est et c'est pas celui d'apparaître avec je sais pas combien de vues sur YouTube, ça on s'en fout en fait, ça n'a aucune importance. C'est plutôt la rencontre en fait et la cohérence. Ça c'est très appréciable. Et d'un coup c'est comme un alignement intérieur si tu veux où tu te dis bon bah ok ça va, je fais ce qu'il faut en fait. Et je parle souvent de l'idée de l'appel et puis de peut-être des mémoires ataviques qu'il peut y avoir. Hein. Dans le collectif il y a beaucoup de gens qui ont des grands-parents résistants en fait. Oui. On était dans la résistance en 39-45. C'est vraiment étonnant, hein, je veux dire, à un niveau qui dépasse l'entendement. Hein, c'est pas juste un hasard. Hein. Il y a quelque chose de très profond. Et bizarrement, dans tous ceux qui gueulent en face, faites comme on vous dit, il y a beaucoup de gens qui étaient collabos dans les grands-parents. Quoi. Donc on a l'impression qu'on décide pas vraiment. Quoi. C'est juste tu te mets à disposition. Bah, tu dis bien. Moi, mon père est rentré dans la résistance, il avait 18 ans, il faisait partie des FFI pendant toute la guerre, donc ouais, on est tout à fait dedans. En tout cas, bah, voilà, histoire d'avoir envie de te réinviter. Enfin, on en aura toujours envie de te réinviter. C'est clair. C'est tout nous inviter en plus sur votre serveur. On s'invite mutuellement. Voilà. Mais je voudrais quand même prendre le temps de faire un vrai instant de gratitude, un vrai instant de remerciement. Déjà de l'existence de Réinfo Covid. Le matin où avec Carole, vous vous êtes levé, vous vous êtes lancé. Il était pour moi béni des dieux. Grâce à ça, ça m'a permis déjà de me sentir beaucoup moins seule dans ce qui est en train de se passer au niveau du monde, au niveau de ma propre famille, au niveau de ma propre profession. Il m'a permis de me mettre en lien avec des gens que je n'aurais pas rencontrés
surtout voilà les coordinateurs médecins de Réinfo Covid, les diplomates. On a des Zooms avec vous qui nous permettent d'évoluer dans notre pensée, qui nous permettent de mettre de la cohésion. J'ai l'impression que tout ce que j'ai appris pendant 20 ans pour arriver de là aujourd'hui où j'en suis dans ma vie, c'était une préparation pour ce qui est en train de se passer là, de ce changement de société, de cette mise en lien avec des gens avec qui tu dis ah non, mais on est fondamentalement opposés dans notre manière de vivre, là, on peut pas se connaître. Et en fait, on se rend compte qu'on rencontre des gens qui sont dans le cœur, dans l'amour, dans l'humanité, dans la bienveillance. Et on m'a toujours traité de bisounours ou de bizarre depuis que j'étais petite parce que j'ai toujours dit que tout venait du cœur et que dès qu'on part, dès qu'on s'éloigne trop de cette base-là, on se perd en fait et on sort du bon sens. Et tout ça, pour moi, est en train de redonner du sens au fait que c'est possible, on peut faire émerger ce type de société déjà intérieurement, mais aussi avec notre environnement et aussi avec des gens qui sont carrément de l'autre côté de la planète. Donc, merci à la technologie malgré tout. Donc, voilà, beaucoup de gratitude pour les Calédoniens qui nous suivent. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre eux qui n'osent pas sortir de l'ombre, qui n'osent pas s'afficher au niveau de leur métier, qui n'osent pas s'afficher auprès de leur famille, ou qui essayent dans un repas de lancer une petite boutade pour essayer de voir comment ça réagirait. Et là, c'est la mitraillette de complotistes ou de ouah, tu peux pas penser différemment, c'est pas bien, tu deviens bizarre. Donc, on sait qu'on fait effet de refuge aussi pour certaines personnes au niveau local et au niveau national. Donc voilà, merci à la vie et merci pour toute cette énergie qui émerge et pour surtout ce qui va arriver derrière. Merci beaucoup, Gaëlle. Brigitte, tu veux dire une petite phrase de conclusion Oui, aussi? oui, bah moi c'est pareil. Moi c'était un petit peu différent comme approche. Moi c'était plutôt le côté résistant effectivement qui est ressorti, et ça m'a amené peut-être de moins loin que Gaël qui a fait ce travail depuis plus longtemps que moi. Mais c'est vrai que tout ça m'a amené à faire énormément de retours sur moi. Et bon, je suis aussi une professionnelle du soin, donc forcément quelque part il y avait cette empathie pour les gens, cette envie de faire le bien autour de moi, d'essayer de sortir les gens ou de leur peur de la maladie. Mais c'est vrai que comme vous, j'ai rencontré des gens extraordinaires que j'aurais jamais pensé rencontrer. Ça m'a donné une profondeur sur ce qu'est l'humain, sur ce qu'est le vivant, sur ce que j'attends moi de la vie et de ce qu'elle peut nous apporter. Moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, je me suis aussi positionnée pour eux, pour leur avenir. Je veux pas qu'ils aient un avenir tel qu'on est en train de leur présenter. Je veux que leur avenir soit radieux, libre, parce que le mot liberté, je crois que pour moi, c'est celui qui est le plus important. Et merci, voilà. Merci tout simplement d'exister et d'avoir fait que tout ça soit possible et que on ait pu se positionner aussi à ce niveau-là. Merci beaucoup, Brigitte. Moi aussi, là, je vous remercie énormément parce qu'en fait, Réinfo Covid, il n'existe pas s'il y a personne derrière. Et en fait, au fur et à mesure qu'on est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus forts, on est de plus en plus créatifs. On porte une voix qui est, à mon avis, inarrêtable. Les médias essayent, hein, ils essayent de traîner dans la boue, des conspirationnistes, complotistes, anti-vax, anti-tout. Tout y passe, quoi. Là, je suis anti-IVG maintenant, d'après qu'est-ce qui se passe, quoi. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi dans une maternité de niveau 3 où j'ai fait de l'anesthésie pour des IVG aussi. Donc, je suis un peu, enfin, voilà, ça reste un truc absolument consternant, mais ça me touche même plus, en fait. Je me dis, mais tout ça glisse comme des gouttes d'eau là-dessus. Quoi. Vraiment, je pense qu'on est en cours d'un grand ménage, quoi. Un grand ménage idéologique pour revenir à une vision du vivant prégnante. Effectivement, je rejoins Gaël, éteignez la télé et puis éteignez la radio. Souvenez-vous que au Rwanda, en fait, c'est la radio des 1000 collines. Si vous connaissez l'histoire du Rwanda, en fait, et pourquoi il y a eu des massacres à la machette de la moitié de la population en quelques mois à peine, en quelques semaines même, c'est la radio des 1000 collines qui n'arrêtait pas de faire de la propagande, à monter les gens les uns contre les autres, en fait. Et réfléchissez bien à ce que font les médias officiels. Je pense sans le vouloir, peut-être quelque part. Hein, je pense qu'il y a des gens qui sont juste honnêtes, mais ils ont tellement peur. Ils ont tellement peur que ça s'effrite, que le monde dans lequel ils vivent n'ait plus de sens, que ils se raidissent de tous les côtés et en fait ils désignent des ennemis partout. Et il faut que ce soit des ennemis. Voilà, je pense qu'il faut répondre systématiquement, qu'on est suffisamment nombreux maintenant pour faire taire ça, en fait. Et ça se voit dans tous les commentaires qu'il y a sous toutes les vidéos et tout ça. C'est complètement unanime en fait.
Il y a d'un côté un mouvement qui défend la vie, la joie, la paix, la liberté, et puis de l'autre côté un mouvement qui est mort en fait, qui sont des gens qui ont peur, qui sont bon. Et je pense que vraiment il y a pas photo sur l'issue pour moi, hein. Tout est clair, même c'est nécessaire en fait ce qui se passe. Et si ça n'aurait pas l'ampleur que ça a, Réinfo Covid, juste sur les petites épaules du docteur Fouché, hein, c'est sûr et certain. Ça a de l'ampleur parce que c'est nécessaire en fait. Et que voilà, donc on est nécessaire et il y a rien qui peut nous arrêter. Donc ayez confiance quoi. Là pour nous en France métropolitaine, il y a une petite détente. Je pense que c'est justement le moment vraiment de bien se mettre en lien, bien se coordonner, pas reproduire le même schéma, ça revient vite hein, de reproduire les problèmes d'ego, les pervers narcissiques qui cherchent à reprendre le pouvoir, tout ça. Bon bah voilà, il faut qu'on arrive à régler ça, à aller vers d'autres façons de faire. Bah, merci beaucoup, Brigitte, Gaël. Merci. Bonne soirée à vous. On a fait qu'1h15 finalement, hein, ça va. Bon, je sais pas, c'est dimanche chez vous là déjà ou c'est lundi? Oui. Oui, ça y est, C'est oui. lundi. Ce matin, ouais. Ouais, donc vous travaillez quoi. C'est la fête des Bon, mamans aujourd'hui. Eh oui. ouais. Voilà. À bientôt. Donc, bonne Allez, fête tous les mamans. à bientôt. Ouais, je mets un petit générique et puis j'arrête le live. À bientôt. Ok.